Et on va parler du lien ville-hôpital, sujet absolument essentiel, couvert évidemment par cette question du parcours, avec Marie-Amélie Durand, Virginie Merger et le docteur Florence Tirant. Si vous voulez nous rejoindre à la table ronde, on peut vous applaudir. Pour la dernière session avant notre pause. Alors, on a une petite démonstration par Claire Bernier. Je vous rappelle que cet après-midi, il y a un showroom aussi qui est disponible. Par contre, vous ne pouvez pas le rejoindre si vous n'y êtes pas inscrit parce qu'il y a un nombre de places limité. Ça, c'est indiqué sur votre badge. Et cet après-midi, il y a des ateliers, le showroom, et sur votre badge est inscrit directement là où vous êtes, là où vous avez décidé de participer. Dernière étape sur le lien ville-hôpital qui a été évidemment déjà un petit peu abordé tout à l'heure, notamment du côté du rôle des infirmiers et des infirmières. Il y a cette question de la cassure, enfin de docteur Tirant, on a évoqué, si vous avez le micro c'est bien, on a évoqué tout à l'heure déjà le fait que dans Parcéo on pouvait interpeller des professionnels, échanger sans forcément laisser son numéro de téléphone. Ça c'est quelque chose qui peut intéresser les professionnels parce qu'une fois qu'on a laissé son numéro de mobile, le numéro c'est parti, il circule partout, on ne sait pas l'arrêter ça. Alors tout à fait, c'est je dirais même l'argument le plus vendeur entre guillemets de Parcéo, notamment dans le lien ville-hôpital. Alors je vais vous raconter peut-être plutôt une petite histoire dans ce lien ville-hôpital qui pour moi résume bien les choses. C'est vrai que le patient, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est-à-dire que garder cette fluidité d'information et de coordination patient entre, on va dire, avant son entrée à l'hôpital, pendant et après, tout le monde y travaille beaucoup depuis des années. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis installée et j'avoue qu'on a toujours cette même problématique entre entrée, sortie d'hospitalisation, les mêmes plaintes malheureusement, les mêmes demandes. Donc c'est vrai que moi, alors pour le dire, on me dit Parcéo, c'est un outil parmi tant d'autres, on doit l'utiliser. Moi, je vais le dire, je vais faire l'effort vraiment de l'installer, de l'utiliser, mais parce que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup, et notamment dans ce lien ville-hôpital. Et ce qui m'est présenté pour l'instant me donne vraiment envie. La première étape du lien ville-hôpital, là le CHU pourra assurer, c'est-à-dire c'est d'être informé, ça peut paraître anecdotique, mais d'être informé de l'entrée et de la sortie d'un patient. On en est encore là en 2023, d'accord ? Je ne parle même pas des décès. Entrée, sortie. Une histoire de chasse, on en a tous. Un patient qui est encore sorti sans ordonnance, d'accord, la semaine dernière. Patient hospitalisé, c'est pas un patient complexe, hein. On sort de la problématique de la complexité. Patient qui sort sans ordonnance. Vous vous doutez bien, ma secrétaire hirsute, moi hirsute, l'infirmière qui appelle. On n'est absolument pas dans l'erreur médicale. Au début, on est énervé, mais un oubli, c'est humain. Moi aussi, j'oublie de faire des ordonnances. Sauf que c'est toute cette complexité de la communication derrière qui s'installe, et on parlait de charge mentale. 2 heures, ma secrétaire a passé dessus, d'accord, pour récupérer des ordonnances, pour réussir à avoir le service, pour réussir à avoir l'interne, pour savoir comment on allait se transmettre les ordonnances, parce qu'ils nous demandent un numéro de fax qu'on n'a plus depuis 3 ans. Après, pour eux, nous donner une adresse mail, ça paraît insurmontable. Nous transférer les documents, nous les redonner aux patients, les redonner à l'infirmière, les redonner au pharmacien, on passe 2 ou 3 heures là-dessus. L'expérience patient, c'est comment ça ? Vous ne savez pas que je suis rentrée à l'hôpital, vous ne savez pas que je suis sortie, et il en oublie même la qualité des soins, et c'est bien dommage, parce que quand on parle avec lui, ce qui s'est passé à l'hôpital, il a été bien opéré, il ressort, il est content, et il reste là-dessus. Je suis sortie sans papier. Ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Le problème reste la communication et la facilitation de la communication. Et ça, ces outils-là, j'espère vraiment qu'ils vont nous apporter ça. Première étape un petit peu de ce chemin-là, moi je me suis dit c'est super, l'hôpital nous aide. J'ai eu la chance d'être invitée à la CME de l'hôpital. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de parler de Parcéo, de comment on va communiquer entre nous, aussi entre praticiens hospitaliers et praticiens médicaux et paramédicaux de ville. Et, donc voilà, j'ai présenté l'outil. Le fait que vous soyez invité à la CME, d'ailleurs, Oui. est aussi un signe. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, on n'a pas trop eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais on le voit même aussi chez les jeunes médecins, il y a cette volonté d'être beaucoup plus en articulation. On a besoin d'être en collectif autour des patients. Et c'est vrai que ça donne aussi du sens au métier.
Ça donne Je du pense sens. que quand on apprend, comme ça doit être votre cas parfois, le décès d'un patient très tardivement ou qu'il est entré à l'hôpital, on a une petite perte de sens quand même. On se demande un peu pourquoi, pourquoi on travaille finalement, si c'est pour aboutir à des ruptures de cette sorte. Alors pourquoi on travaille et surtout pourquoi on n'arrive toujours pas à avoir l'information ? Et en fait, on a deux mondes qui malheureusement s'opposent alors qu'on est fait pour travailler ensemble. Et moi, j'ai été étonnée de l'ouverture de ces praticiens hospitaliers. La première peur qu'ils ont eue, j'en reviens à votre première intervention, c'est mais notre numéro de téléphone. Voilà, c'est-à-dire que c'était de pas avoir à diffuser, sont des spécialistes très sollicités, leur numéro. Donc une fois qu'on les a rassurés là-dessus par l'outil Parséo, deuxième peur, c'est est-ce qu'on va pas être inondé de messages, bien entendu. Ça reste toujours une interrogation quand on essaie l'outil, mais il faut quand même se dire que si on envoie un message Parséo, eh bien on n'enverra pas de mail, ou on ne laissera pas un message à la secrétaire, et qu'au contraire, ça va permettre aussi de le gérer où on veut et quand on le veut. Troisième chose, parce que finalement, ce qu'ils m'ont dit, c'est moi, j'entends très bien votre outil Parséo, j'entends ce qu'il peut vous apporter, mais nous, qu'est-ce qu'il peut nous apporter dans le monde hospitalier ? Et je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on vend un outil qui doit apporter quelque chose à tout le monde. Et je ne vais pas vous résumer tout l'échange, mais il est arrivé au final qu'ils ont compris ce que ça pouvait leur apporter aussi dans leur parcours patient et dans leur exercice quotidien, sans être submergés. Et on est arrivé à, oui, on va le tenter au CHU, et les praticiens sont prêts à l'installer et à tenter l'aventure. Et ça, c'est ça qui est important, c'est vraiment comment on communique actuellement et facilement. Et moi, je reviens à la charge mentale, en s'allégeant toutes ces difficultés-là. Alors Marie-Amélie Durand, vous êtes au CHU de Reims et vous êtes en train de voir comment on peut automatiser cette alerte de sortie d'hôpital notamment, pour qu'effectivement le lien soit mieux établi entre l'hôpital et puis les praticiens qui suivent habituellement le patient. Tout à fait. Donc, on est actuellement en train de travailler sur la partie interopérabilité entre le système d'information du CHU et Parséo, donc avec les équipes de Pulsi. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus, dans l'ombre pour l'instant, mais ça commence à arriver. D'ici je dirais environ peut-être 1 ou 2 mois, ça devrait peut-être être bon, où le flux patient va arriver du coup dans Parséo. On a eu aussi des échanges côté RGPD, puisqu'il faut aussi cadrer qu'est-ce qu'on envoie dans Parséo. Est-ce qu'on envoie toutes les unités, tout le flux patient en fait qui est admis au niveau du CHU, ou si on restreint un petit peu. Donc pour l'instant, on est parti où on a restreint un petit peu tout en laissant une large ouverture. Par exemple, on ne va pas transmettre pour l'instant toute la pédiatrie. Tous les patients pédiatriques ne seront pas transmis dans Parséo. Ce sera sûrement peut-être dans un second temps. Et ensuite, on va également ouvrir au niveau des autres établissements du GHT de Champagne, donc Châlons, Épernay et Rethel-Vouziers, pour qu'il y ait vraiment tout le bassin de notre petite région qui soit dans Parséo. Alors c'est d'autant plus important que le CHU de Reims n'est plus en plan blanc, mais ça vous arrive assez souvent d'être quand même en tension. Donc il y a quand même des patients qui rentrent assez rapidement, entre guillemets, voire peut-être un peu brutalement chez eux. Et donc ce lien est d'autant plus essentiel quand on sort un peu rapidement de l'hôpital. Oui, tout à fait, puisque du coup, les médecins de ville et tout le cercle de soins a besoin d'informations. Et on sait que normalement, avec l'HAS, il y a la lettre de liaison de sortie qui doit être fournie au médecin traitant le jour de la sortie. Mais on sait bien que c'est compliqué pour les praticiens hospitaliers d'arriver à le donner en temps et en heure. Donc, s'il y a un échange qui est facilité entre la ville et l'hôpital, et au moins les médecins traitants sont informés que le patient est sorti, et dans quelle unité il a été hospitalisé, puisque l'objectif, c'est vraiment qu'on transmette à Parséo tous les mouvements intra-hospitaliers. Donc le praticien pourra avoir l'information qu'il est rentré par les urgences, qu'il a été hospitalisé. Quel a été son parcours en fait au sein même de l'hôpital. Oui. Quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais.
Et puis ça va limiter aussi les temps d'échange. On parlait tout à l'heure pour le pharmacien, des temps au téléphone très chronophages. C'est des questions qu'on ne posera pas à la personne qu'on a éventuellement quand même au téléphone, parce que parfois il faut avoir comme des échanges téléphoniques, mais on a finalement toute cette information qui circule. On va aller sur cet exemple, Virginie Merger, où vous travaillez sur ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. Donc c'est quelque chose qui a été initié il y a maintenant 4-5 ans, avec des territoires pilotes, et on est autour de la question du diabète de type 2. De quoi s'agit-il exactement avec cette responsabilité populationnelle ? Alors la responsabilité populationnelle, donc ça a démarré fin 2018 à l'initiative de la FHF. Et en fait, ils ont prospecté, ils ont présenté le projet, qui est un beau projet de santé publique. Et on a eu la chance, donc le GHT de l'Aube et du Cézanne, d'être choisi pour être expérimentateur, donc avec 4 autres GHT en France. Donc c'est quand même une chance de pouvoir travailler sur les parcours de santé. Et donc on a fait un focus en fait parce que 2 populations étaient choisies, donc c'est le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Et plus que d'être focalisé sur 2 pathologies, en fait le fait de travailler sur la responsabilité populationnelle, ça va permettre en fait de réorganiser plutôt notre façon de travailler, donc entre la ville et l'hôpital. Ça va être des méthodes de travail qui vont être prises en fait. C'est plus ça en fait du coup. Il y a un aspect prévention, c'est-à-dire qu'en fait on accompagne les patients, on voit déjà où ils en sont de leur diabète, donc c'est pour éviter l'escalade, avoir des préconisations, donc ça c'est tout l'aspect un peu préventif. Et puis après, quand on a des patients plus installés malheureusement dans la maladie, c'est aussi comment leur parcours se déroule, essayer de faire en sorte qu'il soit le plus optimal pour eux, pour que la prise en charge permette vraiment de bien accompagner le patient. En fait, oui, la caractéristique, le projet de responsabilité populationnelle, on est parti de la population diabétique, pour prendre cet exemple-là, et la population, on l'a modélisée, donc pour pouvoir attribuer des parcours de santé, donc pas des parcours de soins, parce que là, on est plus au sens large. Du coup, on a des parcours de santé qui sont adaptés à chaque couche en fait de notre pyramide. Et sur le premier échelon, donc cette strate 0, ça va être des patients qui sont à risque, des personnes qui ne sont pas encore diabétiques, mais qui ont des facteurs de risque qui font que s'ils ne font rien, dans les années à venir, en fait, ils vont tomber malades. Et du coup, pour agir, il faut faire de la prévention et du dépistage. Et c'est là où c'est intéressant de faire du lien avec la ville, parce que en fait, quand on fait nos stands de dépistage et de prévention, on mobilise les acteurs qui sont en local. Donc, par exemple, là, je vois qu'il y a les infirmières azalées de secteur de Bar-sur-Seine et Bar-sur-Aube qui sont avec nous aujourd'hui. Et avec elles, on travaille ensemble. On travaille ce lien, justement, et on essaye d'améliorer nos communications. Donc pour le bien des patients. On met le parcours au centre et on fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière étanche ou moins étanche possible entre l'hôpital, les azalées et tout ça. C'est vraiment que tout le parcours se fasse de la manière la plus simple possible. C'est ça, le but, c'est de décloisonner et de fluidifier la communication. Et c'est en fait par SEO, ça va pas être une méthode ou ça va vraiment être purement un outil. Et c'est vrai que cet outil là, comme on l'a dit depuis ce matin, il est voué à évoluer, parce que depuis le début en fait, on voit qu'on a mis on a fait un cahier des charges, on avait une certaine vision. Et en fait, au fur et à mesure qu'on utilise l'outil, on se rend compte qu'il y a des petites choses qui ont besoin d'être ajustées, ou on a besoin de modifier ou d'évoluer en fait. Et là, depuis la V1, on a une belle évolution de l'outil en fait. Ouais, vous êtes sur une plateforme, vous êtes testeuse et puis vous allez remonter toutes les informations à Pulsi pour améliorer. Donc c'est un développement spécifique pour vous ou c'est Oui, parce que du coup, avec la responsabilité populationnelle, on fait du suivi de parcours de santé. Et en fait, on avait besoin d'avoir une vision du parcours du patient. Et Pulsi, avec Pulsi, justement, on travaille sur le parcours de santé Respop Diabète. Donc pour le moment, il n'est pas encore suffisamment mature pour qu'on le décline sur le territoire. Je suis encore en train de le tester avec Damien. Mais à terme, en fait, ça permettra de pouvoir faire un bilan avec le patient de qu'est-ce qu'il a eu dans l'année. Donc est-ce qu'il a bien vu 4 fois son médecin traitant, par exemple ?
Est-ce qu'il a bien eu son test au monofilament, est-ce qu'il a fait son fond d'œil ou est-ce qu'il a des difficultés, et justement on va pouvoir plus facilement réajuster en fait. Et c'est là un point où j'étais un peu moins d'accord avec l'idée du portail patient. C'est que en fait nous on a besoin d'avoir un retour du patient en fait sur certains éléments. Après je suis d'accord qu'il ne faut pas que le professionnel de santé soit noyé, parce que c'est pas le but. Le but c'est que y ait de la communication et de pas être submergé et d'avoir vraiment les informations intéressantes. Par contre, le fait d'avoir l'auxiliaire de vie qui puisse dire tiens, ce matin le patient ne s'est pas levé, ça fait 2 jours il va pas bien, il mange pas, c'est quelque chose quand même qui est très important de savoir, ou d'avoir une évolution de plaie ou autre. S'il n'y a pas forcément de passage d'infirmière à domicile, on le verra moins facilement. Donc le patient a quand même toute sa place. Docteur... J'ai peur. Oui, Mathieu Birban, vous voulez intervenir justement sur cette... Alors, juste, je pense que sur ce point-là, il n'y a pas besoin que ce soit le patient lui-même. Ça peut être l'aide à domicile dont vous parliez qui peut renseigner l'information. L'avantage sur Parceo, c'est que les travailleurs sociaux, les travailleurs du domicile peuvent aussi accéder à Parceo. Il y a par contre une question que je me posais, c'est comment vous faites le suivi sur la RESPOP de ces indicateurs de fin d'année là, pour voir s'il a fait 4 fois le rendez-vous avec le médecin traitant, une fois. C'est le patient lui-même avec une interaction du coup que vous envisagez via le système, ou il y a un coordinateur qui va se charger de reprendre contact et d'accompagner la personne? Alors là, pour le moment, du coup j'ai un peu perdu le fil des questions, mais le patient qui n'a pas forcément d'auxiliaire à domicile, du coup, c'est quand même important que ce soit lui qui soit acteur et lui qui puisse donner les informations, pour le coup. Et pour l'autre question... C'était pour le suivi en fait de toutes les étapes. Est-ce Ouais. qu'il y a vraiment eu toutes les étapes de soins Alors, du coup, pour cette autre question-là, c'est moi, pour le moment, qui rappelle le patient. Alors, je suis toute seule, je suis la seule chargée de mission sur la responsabilité populationnelle actuellement. On est en train de monter en charge depuis 2021. Donc les choses vont peut-être évoluer, on l'espère. Et pour le moment, c'est moi qui fais du rappel de patients en plus de mes autres missions. Et le fait d'avoir des interlocuteurs, et justement Parceo, m'aide en fait pour connaître la complétude du dossier du patient, du suivi de parcours de patient en fait. Parce que les infirmières Asalée, on échange quand même assez souvent ensemble. Et ça me permet de savoir quand même si le patient il a vu régulièrement un professionnel de santé ou autre. Je suis le docteur Debar, je suis le chef de service de soins de suite à Sébastopol. J'ai 2 questions en fait. La première question, c'est pour l'histoire des sorties d'hospitalisation. Comment ça va se passer en fait? Il y aura un système d'alerte? Comment vont être prévenus les médecins? C'est concrètement en fait. Je voulais juste savoir concrètement comment ça va se comment passer. ça se passe aussi. C'est important de pouvoir le préciser. Virginie Merger. Alors en fait, ça va être quand le patient va être sorti de son lit dans EasyLy, automatiquement, ça va être envoyé à Parceo. Et comment le médecin généraliste ça va donc, faire en fait, ça va arriver dans Parceo. Ouais. Et donc là, il y aura un système, je crois, de pop-up, d'alerte dans Parceo où le médecin traitant sera prévenu. D'accord. Donc, ma deuxième question, c'est la suivante. C'est à l'inverse. C'est-à-dire quand un patient fait partie... C'est une très bonne question parce qu'on allait y venir avec le docteur Tyran. C'était la suite. Voilà. Donc, en fait, ma question, je suis hospitalière. Les parcours complexes sont de plus en plus nombreux et les hospitalisations multiples. Je sais qu'il y a plein de patients qui sont déjà suivis par des structures déjà connues. Il y a plein de démarches qui ont été faites. Quand ils arrivent aux urgences, on ne sait pas tout ça. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire des pop-up pour ces patients qui arrivent et qu'on soit directement au courant que ce sont des patients en situation complexe et qu'on puisse joindre les bonnes personnes au bon moment? Ça nous ferait gagner un temps précieux. Est-ce que ça, c'est possible? Alors ça, on va développer via EasyLy sûrement un appel contextuel de l'application Parceo, où du coup vous pourrez accéder à Parceo, et si le patient est bien suivi dans un parcours qui est dans Parceo, il y aura bien son cercle de soins. D'accord, donc on pourra prévenir les bonnes personnes. Vous aurez bien les bonnes personnes. Super, ça c'est parfait. Et ça c'est un grand enjeu, docteur Tyran, parce qu'effectivement on parle souvent de la sortie d'hôpital, parce que c'est très important cette sortie d'hôpital, mais il y a aussi
l'entrée à l'hôpital, généralement le patient, ça peut assez souvent arriver qu'il soit déjà accompagné par pas mal de professionnels. Et les informations passent pas forcément, elles sont importantes, on vient de l'entendre aussi rappeler. Hein. C'est-à-dire que les professionnels de l'hôpital qui voient arriver le patient ont peut-être envie de savoir comment il est suivi, quel est l'environnement en fait, c'est très important. Et donc finalement, par CO, il y aura deux moyens pour le praticien urgentiste qui reçoit le patient ou un patient qui rentre dans un service. C'est déjà via le médecin traitant. Le médecin traitant aura été informé et donc il pourra le joindre assez facilement aussi pour avoir les informations complémentaires. Et deuxième point, étant présidente de l'association d'appui, et donc on porte de DAC, de pouvoir faire une demande au DAC, tout simplement, et de savoir si le patient est déjà suivi, a donc déjà un suivi médico-social d'établi avec un dossier qui pourra être transmis aussi du coup à l'hôpital extrêmement facilement. Ça qui est bien, c'est qu'on puisse avoir un seul outil pour le coup et qu'on ait cette référence. Tous les interlocuteurs concernés, même si eux-mêmes ne sont pas forcément très en lien, à disposition. Et puis de maintenir ce lien, c'est-à-dire que tous les professionnels puissent aussi, s'ils sont en tout cas sur Parceo, être avertis que leur patient, là du coup, ou leur client pour certains, va à l'hôpital et pouvoir avoir cette information. Il y a aussi la possibilité de monter des groupes de travail professionnels. Jusqu'à présent, il y avait plutôt WhatsApp chez vous, Plutôt WhatsApp, effectivement, avec un nombre limité de participants, ce qui a posé un petit peu de problème aussi pendant le Covid. Et puis l'intérêt, effectivement, de pouvoir monter des petits groupes de travail. Dans Parceo, du coup. Dans Parceo. Et moi, ce que je trouve aussi extrêmement bien pour tout professionnel, on utilise WhatsApp, on utilise tout ça, mais on a quand même l'impression, ça reste en général sur notre téléphone, et on ouvre tous nos messages. D'avoir une notification Parceo, moi, je trouve que ça permet de compartimenter. On saura que c'est professionnel. Et je pense que c'est pareil en termes d'organisation de journée et tout ça, de savoir finalement la notification WhatsApp qu'on reçoit pour le personnel, un patient, un professionnel. Bon, c'est une charge aussi supplémentaire. Alors que là, dès qu'on a une notification Parceo, on sait, tiens, c'est pro, ça va concerner un patient, notre professionnel, mais je trouve ça important de pouvoir compartimenter ça aussi. Et échanger avec les développeurs de Pulsi pour ne pas avoir non plus des notifications de partout. Il faut qu'on puisse avoir une certaine sobriété dans la notification. On est bien d'accord. Marie-Aline Bloch, vous vouliez intervenir ? Oui, c'était juste pour savoir si il est prévu d'associer aussi les services d'urgence des pompiers quand ils interviennent. Ça peut être intéressant pour eux de savoir que éventuellement cette personne est déjà suivie et qu'il y a des mesures, Si un patient en fait a déjà un dossier sur Parceo, on peut forcer un peu le passage, mais sur un temps limité en fait, avec l'accès bris de glace. Et on peut rajouter des documents et avoir accès à certaines infos. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que il y a un outil national qui est là pour embarquer aussi les services d'urgence en mode bris de glace et généralisé, c'est mon espace santé. Et ça remet en perspective tout l'enjeu de ce qu'on a encore à opérer sur le plan technique, de bon interfaçage avec, de Parceo avec cet environnement-là, pour que finalement les informations soient redondées, que ce qui est produit et partagé au sein de Parceo se retrouve mis en visibilité des patients et que dans les interventions des services d'urgence, il y ait cette synthèse qui soit disponible et pour lequel il y a un relais possible avec le parcours. Donc, sauf que l'urgence, elle peut intervenir ailleurs que dans la région, enfin, elle peut être au niveau national ou ailleurs. C'est là que l'enjeu de l'antériorité au plan national prend du sens, surtout sur des patients qui sont sur des frontières régionales. Pour faire en sorte que ça fonctionne au sein que ça circule, cette utilisation de Parceo, Dr Tisserand, donc c'est c'est vraiment d'aller vraiment sur des groupes de travail, de mettre la main à la pâte, d'attaquer, de faire des groupes un peu WhatsApp, on le disait, et de mettre les professionnels dans des situations d'utilisation en fait. Exactement, et puis nous professionnels d'en parler aussi. C'est vrai qu'on travaille tous avec d'autres professionnels libéraux ou hospitaliers et de leur en parler, d'aider au déploiement, ça c'est sûr, de l'outil et surtout de montrer quel est l'intérêt et ce qu'il peut nous apporter. Oui, c'est à nous aussi de mettre la main à la pâte là-dessus.
Est-ce que vous vouliez intervenir à cette étape ou est-ce qu'on arrive d'ailleurs peut-être aussi au terme de notre matinée? Je vois qu'il est bientôt 12h25. On a été assez studieux ce matin. On a été très, très sérieux. Juste un mot peut-être encore une fois sur la sécurisation. C'est quelque chose qui est peut-être conçu aussi comme un luxe au niveau des médecins. Parce qu'on est souvent dans l'urgence. On l'a été avec le Covid, mais on l'est même le reste du temps. Puis il y a des lieux, on sait, où les médecins débordent de patientèle. Il y a énormément de patients derrière parce qu'il y a un manque, il y a un déficit de médecins. Donc, est-ce que de ce point de vue-là, la notion de passer de solutions très fluides, encore une fois, à des solutions un peu plus sécurisées, c'est quelque chose qui peut convaincre les médecins? Ou est-ce que vous avez l'impression, docteur Tirant, que c'est encore un peu à la marge des préoccupations Alors, on va dire que c'est à la marge des préoccupations, mais pour nous, la rapidité ou parfois l'urgence prime. En fait, de la transmission d'informations va primer sur la sécurisation de l'information. Et donc, on fait avec les outils qu'on a actuellement. Alors, si en plus, on a un outil sécurisé, c'est quand même l'idéal. Et gratuit toujours. Et gratuit, ça c'est extrêmement important. Égalité avec les autres solutions. Ouais. Merci beaucoup.